Ok. On va parler un petit peu de la préparation pour la MB Race. On répondra à des questions de temps à autre. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur le fil de discussion et on répondra au maximum de questions. Donc, Arnaud, si tu veux lancer un petit peu le sujet de l'entraînement en préparation, comme c'est toi le docteur en préparation. Ok. Bonsoir à tous. Toutes mes excuses pour le petit retard. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder quelques points. C'est pas, je crois que ce sera difficile de faire le tour de l'intégralité, mais on se trouve dans une période qui n'est pas forcément la plus propice pour l'entraînement, avec tout ce qui est en train de tomber en ce moment, en tout cas dans la région. Donc c'est vrai qu'il faut redéfinir un petit peu il faudrait redéfinir un petit peu le modèle d'entraînement. Souvent, quand on pense entraînement à vélo ou course d'endurance, on a toujours cette idée d'un modèle un petit peu ancien qui impose de faire un gros volume d'endurance, de faire des bornes et des bornes avant de commencer à faire des choses qui sont intéressantes et de l'intensité. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on doit se tourner vers un modèle un petit peu différent qu'on appelle dans le jargon la périodisation inversée, qui nous incite à faire de l'intensité dans cette phase déjà qui est censée être la phase foncière, la phase hivernale, en travaillant peu mais bien, en s'orientant vers des entraînements spécifiques, travail de PMA sur home trainer souvent parce que c'est pour la plupart difficile de sortir. Et c'est là qu'on doit revoir un petit peu notre manière de faire si on a un jugement ou une approche un petit peu ancienne. Donc, travail spécifique pendant l'hiver sur des séances le soir, essayer le week-end de faire des heures peut-être de manière un petit peu différente avec les possibilités qu'on a de ski de rando ou d'autres disciplines qui nous permettent de sortir et d'allonger un petit peu les séances. Puis une fois que les jours se rallongent, une fois qu'on a la possibilité de prendre des vacances et qu'on trouve des bonnes conditions pour faire du vélo, d'aller chercher justement des sorties plus longues et de faire à ce moment-là le travail foncier, en tout cas les séances avec beaucoup plus d'heures. Ouais, je vais rejoindre Arnaud complètement là-dessus. C'est vrai qu'en plus, avec des conditions météo qui ne sont pas forcément idéales pour rouler en hiver, si on est obligé de faire du home trainer, ça va beaucoup mieux passer une séance d'une heure avec bien structurée, avec des intensités, voire des exercices en descendant du vélo de temps en temps, en mêlant des petits exercices de muscu à côté ou d'intensité, corde à sauter ou plein d'autres choses comme ça, que d'aller faire 2 ou 3 heures de home trainer comme certains font de temps en temps et qui sont pas vraiment bénéfiques et qui sont vraiment usants psychologiquement en plus. Donc c'est mieux d'attendre. Normalement, on aura des beaux jours qui arrivent au printemps, donc c'est mieux d'attendre ces moments qui sont propices à accumuler les heures et les bornes avec des températures plus clémentes que de vouloir s'obstiner à tout prix à accumuler des kilomètres en hiver quand les conditions sont pas vraiment réunies pour le faire dans les meilleures des conditions. Voilà. Par rapport à ça, j'ai peut-être quelque chose à rajouter. C'est vrai qu'on parle de travail spécifique en hiver et puis de travail de qualité. Ça impose de se connaître un petit peu, de savoir de ce qu'on vaut, de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que souvent, on s'oriente ou on aime bien orienter les gens vers un test d'effort pour connaître ses propres zones. La fréquence cardiaque maximale, c'est pas 220 mois l'âge. On a beaucoup d'exceptions à cette règle de base. Et de faire un test effort, un test incrémental permet déjà de trouver ces zones de fréquence cardiaque idéales. Et puis au-delà de ça, si on veut travailler de manière encore plus spécifique, et c'est assez facile aujourd'hui d'y accéder avec les home trainers qui sont connectés, puisqu'on donne, même sans avoir de capteur de puissance sur son vélo, des notions de watts. Et là, ça permet justement de travailler différemment et de travailler de manière plus précise sur des objectifs particuliers qui ont été définis au préalable sur une épreuve d'effort. Donc là, ça évite de perdre son temps. Rouler pour rouler sur un home trainer pour transpirer, ça a peu d'intérêt. C'est aussi souvent une source de blessure de rouler de longues séances sur un home trainer en fixe. Donc il faut essayer d'être entre guillemets un petit peu plus malin dans cette phase pour travailler déjà de manière spécifique.
Et après, pour répondre à une des questions, c'est vrai que les séances longues de foncier, ce n'est pas des séances de 10 heures ou de 12 heures comme pourrait devenir rapidement la course, mais il faut être capable de rouler plusieurs heures et de développer cette base aussi pour que le jour de la course, en se ravitaillant bien, on puisse prolonger l'effort au-delà de ces entraînements habituels qui peuvent être de 2, 3, 4, 5 ou 6 heures dans un deuxième temps. Des séances longues, ce qui va être important, c'est le volume global qui aura été effectué en amont de la course. Donc, si vous avez que le week-end pour rouler, par exemple, c'est pas utile d'aller faire systématiquement 5-6 heures tous les week-ends. C'est plus bénéfique de caler plein de petites séances régulières avec les plus courtes qui seront une heure et demie, et des séances fréquemment de 3 heures et au-delà. Mais les séances au-delà de 4-5 heures doivent rester quand même, si vous avez pas, surtout si vous avez manqué de temps pour les effectuer, ça ne doit pas représenter la majorité des séances. Elles vont venir de plus en plus nombreuses dans les derniers mois de préparation, avec, avec pourquoi pas des simulations de course dans les conditions de la MB Race, donc avec du dénivelé pour essayer de reproduire au maximum l'effort qui est demandé pour la MB Race. Donc, s'il y a des courses qui sont organisées dans les Alpes ou d'autres régions montagneuses avec du dénivelé, c'est l'idéal. Là, dans le contexte actuel, avec beaucoup d'événements qui sont annulés, c'est pas toujours facile. Mais si vous avez l'occasion de vous rendre en week-end ou une semaine en vacances en montagne, c'est là que ça sera le plus facile de retrouver les conditions de la course, on va dire. Ouais, j'ajouterais juste pour répondre à la question qui est posée par Jean-Luc, qui me fait un petit peu sourire. Pas besoin de se fesser sur 8 ou 10 heures pour préparer une MB Race. Je crois que non, parce que si on est capable de rouler 4 heures, on est capable de rouler 6 heures. Si on peut rouler 6 heures, on peut en rouler 10. La différence, c'est le rythme qui va forcément baisser plus la durée s'allonge. Donc après, c'est de savoir si on est capable de maintenir un rythme suffisant pour franchir les obstacles qui sont dénivelés et donc de pouvoir réaliser l'intégralité du parcours ou une partie, soit le 70 ou le 100 km. Et ça, c'est des choses je dirais, on peut assez facilement y répondre quand on se réfère à la vitesse ascensionnelle moyenne qu'on peut maintenir sur une durée relativement longue. Quelle est notre vitesse ascensionnelle moyenne sur un rythme de seuil anaérobie? Quelle est cette vitesse sur un rythme purement d'endurance? Et une fois qu'on a ce rythme-là, on sait plus ou moins estimer le temps qu'on peut mettre sur la course. Donc voilà, ce n'est pas nécessaire d'aller faire des entraînements de 8-10 heures. Par contre, si on veut mettre toutes les chances de son côté, ça a du sens de se rendre un week-end sur le parcours de la course et de le faire en 2 jours. Et puis si on peut le réaliser en 2 jours avec la fatigue que ça engendre, on a de bonnes chances aussi de réussir notre coup le jour de la compétition. Et là, il y a aussi les camps qui sont organisés, qui peuvent être une possibilité. Le fait de connaître le parcours, ça aide beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on est sur une course où il y a 7000 mètres de dénivelé qu'il faut à l'entraînement faire du dénivelé, du dénivelé, du dénivelé. Parce que pour faire du dénivelé en étant qualitatif, il faut déjà un certain niveau. Et si on est moins avancé, nous retrouver dans une pente, ça nous pousse à être un petit peu au-delà de notre rythme d'endurance, ce qui peut péjorer un petit peu le travail, justement le travail de l'endurance de base. Et ensuite, on aura une accumulation de la fatigue qui sera contre-productive puisqu'on n'aura pas le 100% de nos moyens le jour de la course. Et ça peut aussi conduire à un peu de lassitude si systématiquement on se met en mode course en pensant améliorer ses performances. Ouais, exactement. Rouler toujours en montagne, c'est pas évident pour tout le monde. On a vite tendance, si on manque un petit peu d'entraînement, qu'on est juste un peu court au niveau préparation, à, comme dit Arnaud, se retrouver dans des intensités qui sont proches, voire égales à celles de la course. Et là, si on le fait un week-end comme ça pour simuler un petit peu l'effort de la course, ça peut être bénéfique. Mais si on se retrouve à rouler toujours dans ces intensités-là, ça va créer de la fatigue et on va juste accumuler de la fatigue, mais on va constater aucun effet bénéfique sur l'entraînement à long terme. Après, j'ai vu passer une question d'Arnaud sur le débattement du vélo.
on est un peu plus sur la partie technique, mécanique. Mais, entre 100 et 120 mm. Maintenant, c'est pas fou d'avoir un 120 mm. Il y a quelques années, on était tous en 100 mm. Maintenant, pourquoi pas entre 100 et 120? Il y a certains modèles qui sont en 110 maintenant. On est dans les débattements qui sont conseillés pour ce genre d'épreuve, je pense. Tout suspendu, c'est bien aussi parce que ça rajoute du confort. Sur la durée, c'est pas négligeable. Même si c'est pas la course la plus technique du monde, les descentes sont quand même bien cassantes pour certaines. Donc quand on arrive au bout de 6-7 heures de course, on apprécie de se faire un petit peu moins secouer en descente et on le ressent aussi en montée. Ça peut éviter des petites douleurs dans le dos et on le ressent sur l'efficacité au pédalage. Là aussi, par rapport au matériel, je peux compléter, surtout parce que maintenant j'y participe depuis plusieurs années. C'est vrai qu'en 2012-2013, sur mes premières participations, je dirais que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la course d'aujourd'hui. Il y a un gros effort qui a été fait aujourd'hui pour utiliser plus de sentiers, pour rendre la course plus technique. Et le matériel, en ce sens, doit être un petit peu adapté. C'est clair qu'aujourd'hui, le tout suspendu, d'avoir un tout suspendu, d'avoir une tige de selle télescopique, d'avoir un pneu avec une section un petit peu plus large où on baisse la pression, où on augmente le confort, je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile. Après, sur une course si longue, on ne peut pas non plus se mettre à jouer en essayant de choisir le pneu léger ou le matériel dans lequel on n'aurait pas 100% confiance, parce que ça peut vite nous poser problème aussi pour atteindre notre objectif. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire. On ne va pas acheter un vélo pour le jour de la course, mais c'est vrai que de venir avec un semi-rigide et un vélo à moins de 8 kg, c'est peut-être pas le matériel le plus adapté pour cette course. On n'est peut-être pas certain de voir l'arrivée avec ce type de monture. Ouais. J'ai vu passer une question à Arnaud, semi-rigide avec tige de selle télescopique. Oui, ça peut être une très bonne alternative. D'ailleurs, c'est ce que toi tu as utilisé sur la dernière édition. Ça permet de trouver un compromis entre un tout suspendu et un semi-rigide classique. On rajoute un peu de confort avec la tige de selle télescopique. Ça permet de baisser un petit peu le centre de gravité en descente et d'être plus à l'aise. Si on rajoute à ça des sections de pneus et des jantes assez larges pour rouler en pression un peu plus basse, on ne va pas retrouver tout à fait le confort d'un tout suspendu, mais disons que ça peut être une très bonne alternative et on gagnera en poids et en efficacité dans les montées par conséquence. Et j'ai vu aussi une question sur le trail, course à pied, trail, est-ce que ça peut aider? Oui, bien sûr, si on a l'habitude de courir, qu'on est trailer à la base, pour la condition physique, ça va être bon. Après, si on n'a pas coureur à pied à la base et qu'on essaye de faire de la course à pied dans les derniers mois, ça va plutôt engendrer de la fatigue et des contraintes musculaires qui vont plutôt finalement être préjudiciables à la préparation dans les derniers mois. Donc, si on court, qu'on a l'habitude, pourquoi pas, bien sûr. En préparation hivernale, à distance de la course, encore plus. Mais il ne faut pas faire de la course à pied le principal de l'entraînement dans les dernières semaines, on va dire. Là, je rebondis juste sur une chose par rapport au choix des braquets, et ça, c'est une très très bonne question. On est quand même sur une course qui se gagne à peut-être, je dirais, 15 de moyenne, donc ça va vraiment pas vite. Ça va pas du tout vite en montée, ça va pas très vite en descente non plus. Donc ça sert à rien de s'entêter à vouloir choisir des trop gros braquets si on n'est pas sûr de pouvoir les emmener. Et aujourd'hui, avec les développements qu'on a, si on part sur une transmission 12 vitesses en 10-50 ou 10-52 pour un Shimano, de rouler avec un mono de 30 dents ou même de 28, ça posera jamais de problème. En 28-10, je pense qu'on peut rouler sans problème à 30 à l'heure. Et il n'y a aucun moment à la NB Race où on va se mettre à pédaler à 40 à l'heure. Donc il ne faut pas vouloir non plus absolument rouler un plateau de 34 ou 32. Il faut être capable de les emmener si on va sur ces développements-là. Et puis après, ce qui se pose aussi comme problème dans la MBR, c'est qu'au bout d'un moment, la pente est si raide qu'on est plus vite à pied qu'à vélo. Donc voilà, il y a aussi ces facteurs-là qui entrent en jeu. C'est aussi pourquoi faire un petit peu de trail ou de course à pied en préparation, c'est jamais un mal, parce qu'il y a quand même quelques sections de portage. Et là aussi, on peut vite se retrouver un petit peu embêté si on n'a pas travaillé au préalable.
Ouais, on reste sur une course un petit peu extrême en VTT. C'est quand même pas un format habituel. C'est à peu près le double d'un marathon classique. Donc, c'est vrai que la condition générale, le tout vélo n'est pas forcément conseillé. La condition physique générale va quand même vraiment être importante. Et on peut se retrouver avec des. Si l'objectif est de performer, c'est sûr que d'avoir vraiment une préparation basée sur les spécifiques vélo, ça va être très intéressant. Après, si l'objectif est de finir, si on a des bonnes bases et une très bonne condition avec d'autres sports, on a eu des exemples hein, en ayant fait beaucoup de ski de rando, même en arrivant sur la MB Race avec peu de kilomètres, on peut arriver à finir la course et dans des temps très convenables. Après, je complète juste par rapport à la question sur la répartition, est-ce qu'on fait du vélo de route, est-ce qu'on fait du VTT? Je crois que c'est bien de faire de la route et du VTT. La route nous permet de savoir un petit peu où on va, de gérer mieux son effort. Pour l'endurance, c'est pas plus mal. Maintenant, le coup de pédale est aussi un petit peu différent en VTT, surtout dans ce parcours où on se retrouve confronté à une pente qui est souvent relativement importante, donc qui oblige finalement à travailler avec une fréquence de pédalage qui est très basse. Et si on roule systématiquement sur la route avec une cadence de 80, quand on va se retrouver dans la pente à tourner les jambes à moins de 50 RPM, c'est clair que ça va nous poser problème aussi. Donc ça implique que sur la route, on peut s'entraîner aussi avec des exercices de cadence pour travailler de manière spécifique la force. Et puis, ça répond aussi à cette question qu'on pourrait se poser si on se dit, mais finalement, moi, je veux préparer une course de plus de 10 heures. Pourquoi on vient me dire qu'il faut faire des intensités? Pourquoi je dois faire de la PMA? Pourquoi je dois faire des sprints? Parce qu'au final, je vais juste devoir rouler tranquillement pendant 10, 12 ou 14 heures. Et là, la réponse, elle vient, elle est en lien avec le terrain. Donc aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'être comme si on faisait un marathon dans une ville où on dit voilà, notre rythme de confort, il est à tant au kilomètre, on y va, on prend son rythme du début à la fin. Sur la MBRS, on se retrouve dans des sections qui sont très raides où automatiquement, si on veut passer sur le vélo, les pulsations, elles vont monter. On va se retrouver à un moment donné ou un autre dans le rouge. Et si on n'est pas capable ensuite de récupérer très vite, ça va devenir un vrai problème. Donc c'est pour ça que l'entraînement doit aussi cibler les intensités, même si on part sur une durée d'endurance ou d'ultra-endurance, puisqu'on est quasiment sur le double d'une course marathon qu'on aurait l'habitude de faire dans d'autres lieux. Ouais. Et puis même au départ, quand ça bouchonne un peu, on est amené si vous êtes amené à doubler, on a vite tendance à se retrouver en PMA quand on double. Et si on n'en a jamais fait de séance dans ces zones-là avant, ça va tout être du travail dans des zones rouges en début de course, dans les premières heures, qui vont se payer en fin de course. Alors que si on a un peu l'habitude d'encaisser ces intensités, ces accélérations, le fait de doubler au départ, elle va moins avoir de conséquences négatives sur la deuxième moitié de course. Au niveau mécanique, j'ai vu passer des questions sur le matériel qu'on peut emporter. C'est bien d'emporter tout ce qui va permettre de réparer les petits problèmes classiques, donc bris de chaîne, crevaison. Après, ça ne sert à rien d'emporter non plus une trousse à outils énorme et de se charger le sac à dos. Quand on commence à emmener, on peut aller jusqu'à la patte de dérailleur. Après, plus si on commence à avoir besoin de sortir l'atelier mécanique pour tout réparer, je pense qu'on ne s'en sort plus et il faut accepter de prévoir que certains pépins mécaniques peuvent nous pousser à l'abandon. Mais par contre, oui, il ne faut pas se retrouver à devoir abandonner à cause d'une double crevaison ou d'un double bris de chaîne. Donc bien prévoir un ou deux dérives chaînes et maillons rapides, plusieurs chambres à air, des démonts de pneus si vous avez des pneus qui sont un peu durs à enlever avec les doigts. Et des mèches aussi pour réparer les crevaisons, mèches ou le système samouraï là pour réparer une crevaison avec un diamètre qui est pas trop gros. C'est pas mal d'emmener aussi des petits morceaux de pneus prédécoupés si vous avez une grosse déchirure par exemple. On va venir mettre ce morceau, pardon, j'ai le téléphone qui tombe, ce morceau de pneu prédécoupé dans le pneu déchiré et ça va éviter que la chambre à air fasse une hernie.
Ça va faire un support rigide sur lequel la chambre va pouvoir pousser et ça permet de pouvoir finir la course. Après, j'ai peut-être oublié des choses, Arnaud, en matériel mécanique à emporter, si tu penses à autre chose. Bon, moi, je suis peut-être pas forcément un bon exemple parce que j'essaye d'être, enfin, dans ce que j'emmène, je suis assez minimaliste, c'est-à-dire un multi-outil, une chambre à air Ouais, moi, c'est un peu pareil. et des mèches. Un dérive-chaîne, j'en prends pas parce que en beaucoup d'années de vélo, j'ai jamais brisé ma chaîne et jamais en compétition, donc je me dis que ce serait vraiment pas de bol que ça m'arrive le jour de la course. Donc ça, ok, ben, le jour où ça m'arrive, je finirai pas la MB Race, ça m'est pas arrivé jusque-là. De déchirer un pneu, c'est des choses que, ok, ça arrive, mais maintenant, si en amont, on fait bien les choses et puis qu'on a un pneu qui est quand même avec un flanc relativement renforcé, qu'on ne joue pas avec un pneu à moins de 600 grammes, le risque, il est relativement faible aussi. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même pas trimballer une caisse à outils avec nous. Et si le pilotage, il est propre, si on est lucide, si on est bien entraîné, les gros pépins, normalement mécaniques, on est censé les éviter. Ouais, Arnaud parle de pilotage propre en descente. C'est vrai que la course se gagne pas en descente, mais on peut vraiment laisser de l'énergie ou la perdre en cas de chute. Donc c'est quand même intéressant de travailler la technique en descente dans toutes les conditions. On peut avoir de la pluie, on peut avoir même quand il fait beau, souvent le terrain est rosé, donc les premières descentes sont souvent assez humides sur les racines. Donc c'est intéressant de maîtriser, même si on n'est pas un grand cadre de la descente, d'être un minimum à l'aise pour pas laisser trop d'énergie ni se faire peur et passer le maximum de la descente sur le vélo. Si on est amené à marcher souvent, bah, ça va quand même un petit peu moins vite que si on passe à vélo. Et sur toutes les descentes de la course, et ben si on est limite sur les barrières horaires, ça peut être des minutes qui sont fatales à la fin, quoi. Ça, c'est clair que ça joue un grand rôle. Et encore une fois, la course, c'est pas technique comme une transvésuvienne, mais je veux dire, la descente sur Megève aux 100 km, un jour où il est un petit peu plus, où c'est humide, ça devient vite une vraie galère. Il y a beaucoup de racines. Donc pour ce genre de situation, c'est vrai qu'une tige de selle télescopique, c'est jamais un luxe. D'avoir un pneu à l'avant avec en tout cas un petit peu de crampon qui nous donne un peu d'assurance, c'est pas un luxe non plus. Donc le fait de connaître le terrain, de savoir où on va, ça nous permet quand même de gommer pas mal de petites erreurs. Et je crois qu'au départ, c'est ça, c'est d'avoir le bon matériel et là aussi de pouvoir effectuer à un moment donné ou un autre une reconnaissance, ça a beaucoup d'impact après sur les bons choix et puis la réussite de la course dans un deuxième temps. Ouais, la reconnaissance il y a beaucoup de participants qui ont déjà couru même sur d'autres distances de la NB Race, qui ont fait 50 ou autre. Donc on a déjà une idée du dénivelé, du pourcentage des pentes qu'il peut y avoir. C'est vrai que les montées sont ce qui revient souvent, même par rapport à certaines autres courses dans les Alpes, c'est qu'il y a quand même des pourcentages très raides sur certaines montées. Et c'est ça qui est très dur à encaisser. Donc c'est pour ça que quand je reviens sur le braquet, on sera, on sera jamais embêté avec un braquet trop petit. Par contre, un braquet trop gros, qu'on va réussir à emmener sur les premières heures de course quand on a encore de la force, bah, ça peut vite faire très mal aux jambes quand on commence à être un peu plus fatigué quelques heures après. Donc, c'est mieux de tourner les jambes au début, voire de passer à pied si on préfère, que de s'obstiner à vraiment tout passer en vélo au début et voir d'emmener son braquet qui est peut-être qui a été loupé, mal choisi, deux ou quatre dents de trop. Et là, en fin de course, on a vraiment plus de jambes. Et une fois qu'on a plus de jambes dans ces pourcentages, c'est là qu'on est vraiment collé. Là, je vois passer une question sur les tests ou l'évaluation pendant la saison, aussi, pour voir un petit peu les progrès. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient facile à réaliser si on a un capteur de puissance sur son vélo, puisqu'on va monitorer durant toute la saison nos valeurs de puissance. Et ensuite, on a accès à ce profil de puissance record qu'on établit sur une saison qui va nous permettre à un moment donné ou à un autre de voir si on a progressé sans retourner dans un laboratoire faire un test d'effort. Après, cette partie-là, elle devient un petit peu plus spécifique. Et puis, si on veut vraiment pouvoir s'auto-évaluer
sans être, je dirais, de la profession, bah, c'est là qu'on va plutôt s'orienter vers un coach qui va, lui, à une période ou à une autre, nous faire refaire un test de terrain pour justement suivre la progression et peut-être justement faire varier un peu le contenu des entraînements en fonction d'un point faible ou d'un autre. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les watts, okay, c'est important. Ben voilà, je dirais, plus on a de watts, plus on va aller vite. Mais la partie technique, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Parce que comme ça a été dit, on peut pas forcément gagner la course à la descente. En tout cas, on la perdra. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on va perdre beaucoup de temps à la descente si on n'est pas bien préparé. Et donc, il faut passer du temps sur son VTT, même si ce n'est pas la course la plus technique du monde. C'est largement plus technique que tous les marathons que vous allez retrouver en Italie, en Allemagne ou en Suisse. Donc, voilà, il faut quand même être un bon pilote pour bien réussir une BRS. La course est longue, donc au niveau de l'entraînement dans les, on va dire, la dernière semaine, les derniers 10 jours, ça servira vraiment à rien d'en faire trop parce que pareil, on a beaucoup plus de chances de vouloir trop en faire au dernier moment et d'arriver fatigué et de faire une mauvaise course que d'arriver trop reposé. Si les choses ont bien été faites, que l'entraînement s'est bien déroulé depuis maintenant, on va dire, jusqu'au mois de juin, ça ne sert à rien la dernière semaine de vouloir s'entêter si vous êtes sur place, à faire des grosses recos avec du dénivelé. C'est bien de garder des petites séances tranquilles pour tourner les jambes, garder l'effort, mais pas, ça va plus servir à rien d'aller se fatiguer à ce moment-là. La course est vraiment longue, donc se sentir un peu trop reposé, c'est pas du luxe et ça sera jamais préjudiciable en fin de course. Je vois qu'il y a pas mal de questions, enfin il y a plusieurs questions sur le live par rapport à l'alimentation, à l'hydratation, ça fait partie de la partie suivante, Antoine, c'est juste? Oui, je crois qu'Ambre, je pense que c'est la partie suivante, elle n'est pas avec nous. Il y aura toute une partie sur l'alimentation, donc vous pourrez poser toutes vos questions à Ambre. On va essayer de rester, nous, sur la partie plutôt entraînement et mécanique, technique. Et oui, donc je reviens sur ce que je disais. Par contre, le vélo électrique peut être une bonne alternative si vous êtes sur place au dernier moment et que vous voulez faire des reconnaissances. Là, ça permet vraiment d'aller repérer une descente ou des petits pièges à éviter sans se fatiguer, que ce soit la veille ou 2 jours avant la course. Et, avoir une idée du terrain, ça aide vraiment aussi sur sur toute la durée de la course pour gérer son effort, psychologiquement pour savoir où on va, savoir ce qu'il nous reste à faire. Quand on commence une montée, savoir pour combien de temps on part, si ça va être très long, si on peut la faire un peu plus vite. Donc, ceux qui sont intéressés, il y aura une reco de la course qui a lieu les 5 et 6 juin. Donc, il pourrait y avoir plusieurs niveaux si certains veulent la faire un peu vite pour faire ce que je disais tout à l'heure, une simulation de course un petit peu, ça peut être possible. Et on peut le faire aussi plus doucement. C'est en 2 jours. Donc, en 2 jours, quelqu'un qui roule bien peut faire 2 fois 70 km et avoir reconnu la globalité du parcours. J'ai vu passer quelques questions aussi ou quelques remarques par rapport à l'aspect mental de la course. Et je crois que c'est un point clé. Je ne peux pas vous dire exactement comment le travailler, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à un certain moment donné de la course, on a tous envie d'abandonner, que c'est dur, voire très dur, voire impossible pour tout le monde. Et si on y revient année après année, c'est qu'il y a de toute façon un moment donné où ça tourne et puis on se sent de nouveau bien. Et en général, c'est ces impressions-là qu'on retient. Donc, même en allant très vite, il y a de toute façon, je dirais en tout cas une bonne heure où ça va plus du tout. Et c'est là où effectivement le mental joue un petit peu joue un rôle. C'est voilà, d'attendre que ça passe. Et puis, en général, on arrive toujours à finir sur une bonne note. Ouais, mentalement, je pense que c'est important de ne pas trop tôt se projeter sur tout ce qui reste à accomplir. C'est bien de procéder par palier. Je me concentre d'abord sur cette ascension, ensuite l'ascension suivante, par tranche de kilométrage aussi, pourquoi pas, mais pas dans la première partie de course, déjà penser aux 40 derniers kilomètres parce que c'est encore loin. On se dit, oulala, dans 5 heures, comment je serai? Non, il faut vraiment procéder
essayer d'un peu de se concentrer sur le moment présent en fait, hein, et rester concentré sur son effort à l'instant T, en mangeant s'il y a besoin de manger, sans oublier de bien se ravitailler, mais surtout pas se projeter trop loin parce que ça peut vraiment être dur à gérer psychologiquement et démoraliser un petit peu. Est-ce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets qu'on aurait oublié d'aborder? Je crois qu'on a juste une question sur, enfin une question sur la partie, enfin sur la musculation, euh, qui est, euh, qui est peut-être pas la partie, je dirais la plus, enfin la partie préférée de l'entraînement pour les cyclistes. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment faire de la musculation? Ça, c'est une bonne question. Ce qui est difficile à savoir, c'est enfin, c'est de répondre à la question sur la notion de transfert, parce qu'on peut effectivement faire de la musculation, travailler des squats, faire de la presse, gagner de la force dans cette phase hivernale où finalement on sort moins, donc on dit autant être trop chaud dans une salle. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les beaux jours arrivent, on arrête de faire de la force, on fait 100% de vélo. Et du coup, les bénéfices de l'entraînement de cette phase hivernale, on va les maintenir sur quelques semaines et puis on les aura plus le jour de la course. Donc je pense qu'il faut travailler de manière un petit peu plus spécifique, que la musculation, ça doit être spécifique au vélo, c'est que ça va se faire soit par des exercices dynamiques combinés ou alors par des exercices de cadence aussi, avec de la force sous maximale. Sur le vélo, des séries de 3 à 5 minutes, une cadence entre 45 et 50 RPM sur des puissances un petit peu inférieures au seuil anaérobie, avec quand même une certaine intensité. Donc ça, c'est une des possibilités. Après, moi, ce que je vois pour quelqu'un d'intéressant, pour quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, c'est de profiter de cette phase hivernale pour travailler juste. Travailler juste, ça veut dire s'occuper un petit peu, je dirais, de son corps dans l'ensemble, pas que des jambes, et de passer par la case visite chez le kiné, qui va faire un bilan musculaire, qui va dire, OK, attention, de ton côté, peut-être il y a une disbalance ici, tu as des quadriceps qui sont très, très forts, peut-être les ischios, c'est un petit peu plus faible, attention, travaille comme ça, le haut du corps, etc. Et puis on va vraiment profiter de cette phase, en tout cas actuelle, maintenant, sur janvier-février, pour faire un rééquilibrage musculaire plutôt que de dire vraiment je vais travailler la musculation de manière ciblée pour progresser à ce moment de l'année, pour abandonner complètement ce type de séance dans un deuxième temps et perdre les bénéfices après quelques semaines. Je vois passer des questions, ça revient un petit peu sur les braquettes et certains sont arrivés en retard. 28, 30, 32, si on part sur une cassette en 50, 51, suivant les marques Shimano ou SRAM maintenant, je pense que 28 ou 30, c'est bien. 30, si vous avez l'habitude d'emmener du 32, on va dire, si vous êtes dans une région plutôt roulante, il faut prendre 2 à 4 dents de moins que ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, personnellement, maintenant, moi, j'utilise un 34 depuis qu'on a les cassettes de 50. Avant, quand les cassettes étaient un peu moins grosses, je prenais un plateau dedans inférieur à celui que j'utilisais d'habitude pour être capable de l'emmener sur la deuxième moitié de course. Maintenant, les cassettes en 50 permettent de tout faire me permettent de tout faire avec un plateau de 34. Mais je pense que ça dépend, c'est vraiment propre à chacun, hein. Certains arrivent à pédaler, à avoir une cadence faible, à pédaler en force naturellement. D'autres préfèrent mouliner un peu plus. Mais là, on va être entre 28 et 32 pour la majorité des pilotes. Ensuite, les pneus, j'ai vu passer une question sur les pneus. Euh, Au niveau de, je ne sais pas si ça concerne la section, au niveau de la section, on a des pneus qui sont de plus en plus larges. C'est une assez bonne chose pour le marathon. Ça permet de rouler dans des pressions un peu plus basses et d'avoir une meilleure motricité. Donc, je pense qu'on sera d'accord avec Arnaud pour conseiller des sections autour de 2,30, entre 2,30 et même pas loin de 2,40 surtout si vous êtes en semi-rigide, on peut aller jusqu'à 2,40 et rouler dans des pressions. Alors pareil, ça dépendra un petit peu du poids, mais on ne va pas dépasser 1,5 pour un gabarit de moyen de 70 kg, on va dire. 1,5, ça sera le gros maximum. On peut rouler à 1,2, 1,3 de pression et des petits gabarits, on peut même tourner autour de 1 bar.
Ouais, ça c'est clair que dans les nouvelles générations de vélos, on va réfléchir de cette manière-là, puisqu'on a des jantes qui sont de plus en plus larges, donc qui nous permettent justement de rouler un 2-3 ou voire un 2-4. Et là, je rebondis sur une question aussi qui me fait sourire. Est-ce qu'on a le droit de venir en 2x11? Bah, effectivement, on n'a pas tous le vélo de la dernière génération. Et aujourd'hui, on doit aussi avoir je dirais un montage qui va avec le matériel qu'on a. Donc le 2x11, c'est parfait. Même le 3x10 irait très bien. Et puis après, le 26 pouces, ben, c'est clair que au début, on roulait en 26 pouces et ça allait très bien. Aujourd'hui, tout le monde est en 29 pouces, en tout cas la plupart. Mais je vois pas le problème de réaliser la course avec un 26 pouces. Et la seule, par rapport à la section des pneus, c'est vrai que les jantes qui ont déjà, les roues ou les jantes qui ont déjà quelques années, on est sur des largeurs internes qui sont relativement faibles. On était chez DT Suisse en 2015 encore à 19 mm de largeur interne, alors que maintenant, sur les nouvelles générations de carbone, on est quasiment à 30. Donc ça va jouer un grand rôle sur le choix du pneu. Avant, on roulait en 2, en 2.1, maintenant on est passé en 2.2, en 2.3, en 2.4. Et si on met un 2.4 sur une jante ancienne, ça ne va pas du tout être cohérent et on ne va pas pouvoir l'exploiter de manière idéale. Donc ça aussi, c'est clair que ça participe au confort, mais il faut encore que ce soit adapté à la jante. Donc le pneu, c'est une chose, mais il y a la jante qui peut l'accueillir, qui joue un grand rôle également. Ouais, exactement. Plus on a une jante large, plus on peut accueillir un pneu qui sera large aussi. Là, on a parlé de la pression et de la section des pneus. Après, en type de pneu, modèle pneu boue, pneu sec, c'est bien d'avoir un pneu qui soit polyvalent à l'avant, pas un véritable pneu boue, parce que maintenant, ça se fait quasiment plus, sauf si on roule en cross-country sur un circuit et qu'on va passer 1 heure et demie à faire que de la boue. Non, il faut un pneu qui a un bon freinage et une bonne accroche à l'avant, sans être trop lourd. Et à l'arrière, un pneu relativement roulant. Même s'il a plu, en général, le terrain est tel que les montées sont en majorité sur chemin carrossable. Donc, on va très rarement se retrouver à pédaler dans la boue et manquer de motricité à la montée, à part sur peut-être des portions qui seront vraiment relativement faibles par rapport à la globalité du parcours. Donc un pneu, je pense que c'est important de garder un pneu roulant à l'arrière. Après, je reviens sur une chose parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous on n'a pas tous le vélo dernier cri à disposition et que ce qui pourrait être intéressant sur un vélo si on ne le fait pas sur un vélo qui a déjà quelques années, c'est de faire une révision sur la partie fourche et amortisseur parce que souvent, je veux dire, le vélo en 2x11, il va très bien. Mais un vélo qui a cette partie-là qui n'a pas été entretenue, ben, c'est un vélo qui devient vraiment inconfortable et là, on aurait beaucoup de gains à aller chercher juste une révision sur fourche et amortisseur pour retrouver un petit peu ce confort d'un vélo neuf et qui est, c'est clair, un peu lié avec les tailles de roue qui augmentent aujourd'hui, mais un 26 pouces bien réglé, il sera parfait pour une MB Race. J'ai gagné en 2013 avec un 27,5 semi-rigide en 2x11. Et voilà, à ce moment-là, je ne me posais pas la question du monoplateau, d'autres choses, et ça allait très bien. Si je devais le reprendre aujourd'hui, je pense que je pourrais réaliser une bonne course. Aujourd'hui, on a presque trop de choix, donc après, ça devient un casse-tête aussi. Et puis, au final, on aurait souvent meilleur temps de s'occuper un petit peu plus de l'entraînement, un petit peu moins du matériel, et puis ça irait tout aussi bien. Ouais, au niveau de la révision du vélo au dernier moment, c'est bien de partir avec des plaquettes neuves aussi, neuves ou qu'on juste pas complètement neuves, mais avec une ou deux sorties de rodage avant. Mais c'est arrivé que sur des éditions un peu boueuses, que certains aient besoin de changer de plaquette en cours de route. Donc je crois que c'était en 2014 ou ouais, une des premières éditions qui était vraiment très boueuse, c'est jamais arrivé depuis. Mais bon, c'est un risque en moins de partir avec des plaquettes neuves. Pareil, une chaîne qui a été changée assez récemment, ça sert à rien de changer sa chaîne la veille de la course, surtout si la cassette est usée, on risque de se retrouver avec des vitesses qui passent mal. C'est important d'avoir roulé avec le vélo en configuration de course au moins 2 ou 3 fois avant pour être sûr que les vitesses passent bien
il n'y a aucun souci au niveau du freinage, qu'on ait déjà roulé avec les pneus en question, à la pression en question, pour vraiment avoir aucune surprise et savoir comment le matériel réagit. Est-ce qu'on est bon? Bon, bah écoutez, je pense on a fait le tour de pas mal de questions. Quelle marque de pneus? La marque des pneus, ça ne sera pas ce qui est le plus important. Toutes les grandes marques de pneus proposent des pneus qui sont bien aujourd'hui, que ce soit Hutchinson, Continental, Michelin. Euh, on trouvera des bons pneus un peu partout. Maintenant, ça sera plutôt au niveau de ce qu'on disait, la section et le type de pneu que ça va se jouer. Ok. Il y a une deuxième partie, Antoine, avec la nutrition? Écoute, j'ai pas vu de demande d'invitation d'Ambre pour faire. Donc, j'espère qu'on n'a pas loupé sa partie et que si jamais on a loupé, on refera un deuxième live pour la nutrition. Mais Sinon, ce que je te propose, c'est que moi, je me déconnecte et si elle est dans le coin, elle peut comme ça renvoyer une demande et puis ouais, continuer comme ça. Ambre, si tu es là, tu peux faire la demande de participation. Et merci Arnaud pour ta présence et tes bons conseils. Bon bah voilà, c'est la semaine prochaine avec Ambre, j'ai eu la réponse. Merci Pierre-Yves. Bon, bah, écoutez, merci à tous. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions, qu'on vous a éclairé. N'hésitez pas à poser des questions sur le Facebook de la MB Race. On prendra encore le temps d'y répondre ces prochains jours. Et à très bientôt. Donc le prochain live pour la nutrition, ce sera la semaine prochaine avec Ambre. Merci à tous, bonne soirée et bonne préparation. Roulez bien.